on va parler de quelque chose de super important. À l'école, hein, lorsque tu mets ton pied à l'école, on devait t'apprendre 5 choses. Seulement 5 choses pour réussir dans ta vie. C'est ce que moi, j'ai réeffacé et réapprendre. Et ça a fonctionné parce que j'ai habité dans 7 pays et dans chaque pays, j'ai appliqué, j'ai réussi dans ma vie. Togo, Ghana, Bénin, Norvège, Mexique, Angleterre, France, peu importe. D'accord? On devait nous apprendre des choses claires pour réussir. C'est ce que moi, j'apprends à mes enfants. D'accord? Tout d'abord, on devait te dire que, à mi-vie, lorsque tu sors de l'école, tu as 2 moyens de réussir dans la vie. Tu as capital humain. Les gens qui me suivent, ça prend un peu de répétition, mais j'ai une autre chose à vous expliquer aujourd'hui. Et tu as capital actif. OK? Maintenant, parlons dans le contexte africain. Ce capital humain veut dire quoi? Ça veut dire que tu échanges ton temps contre le salaire. Et dans le contexte africain, ça peut venir en trois manières concrètes. D'accord? Première manière, hein, et je suis fonctionnaire, mais combien de nous sont fonctionnaires? OK? Deuxième manière, je suis entrepreneur informel, j'ai mes petites activités à côté. OK? Informel. J'écris informel ici. OK? Et troisième manière, je suis salarié. OK? Maintenant, voici la réalité brutale chez nous en Afrique. Statistiquement, 85% des gens qui finissent l'école ne trouvent pas de boulot. 85%. Ce qui veut dire que les 25 les 15% sont soit ça et ça. Statistiquement 90%. D'accord? Ce qui veut dire que 90% des gens, OK, sont, ou 85%, 85 et 90 sont ici, dans le secteur informel. D'accord? Voici la réalité brutale. Dis-moi oui ou non en commentaire si ce que je vous dis a un sens. OK? Je vais vous montrer une réalité brutale. Si ce que je vous dis a un sens et si j'ai tort, oui ou non. Dans le contexte africain, peu importe où tu vas en Afrique, hein, la plupart, spécifiquement dans la zone UMEOA, moi je suis ghanéenne, moi je suis togolaise, dans la zone UMEOA, Ghana, 85% des étudiants africains qui sortent ne trouvent pas de boulot. OK? Alors, si l'école me dit, et l'école m'a entraîné de faire comme ça pendant 15 ans d'éducation et 0 d'éducation financière, et on me dit que lorsque je sors de l'école, je dois aller trouver un boulot pour gagner ma vie. Mais dans ma réalité africaine, hein, il n'y a pas l'opportunité de trouver ce boulot parce que autour de moi, l'économie est centrée sur 15% des gens qui sont fonctionnaires ou salariés. Les 85% qui est le cœur de l'économie de mon continent sont bloqués ici. Cela veut dire que littéralement, l'école m'a donné quelque chose que je ne peux pas utiliser parce que la réalité n'y est pas. Alors, on est d'accord. Maintenant, peu importe que je suis fonctionnaire informel, la réalité est toujours que j'ai mon temps qui est 24 heures sur 24. Je dors et puis, je sais pas, le 8 à 10 heures ou 10 heures que j'ai, je vais échanger ça contre, bon, Stock n'aime pas que j'utilise le mot, contre le fond, contre quelque chose, ok, fond, disons fond. C'est ça la réalité brutale. Si l'école m'avait dit cela, l'école doit me préparer pour comprendre comment est-ce que je peux conquérir cette réalité brutale. Moi, ne me dis pas cela. Maintenant, cela veut dire que l'école devait me dire quoi? L'école devait me dire, Dédé, l'école devait me dire à monsieur ou madame Maz, monsieur Amivi, écoute, on va t'apprendre comment réussir dans la vie, ok? On va t'apprendre comment communiquer, comme ça tu sais comment communiquer. On va t'apprendre storytelling, comme ça tu peux toucher le cœur et la psychologie de l'être humain. On va t'apprendre comment vendre pour résoudre les douleurs de l'être humain, soulager quelqu'un, c'est ça la vente, hein? Et on va t'apprendre comment résoudre le problème pour devenir entrepreneur, expérimenter pour devenir entrepreneur. Et lorsque tu fais cela, tu échanges ton temps contre le fond, mais tu dois faire tout que ça rentre, que ça circule sur capital actif. Je vais expliquer ce que c'est après. OK? Alors,
L'école devait nous dire quoi d'autre? Je vais effacer ça pour avoir un peu de temps et un peu de place ici, d'accord? L'école devait nous dire, que lorsque tu touches quelque chose, lorsque tu touches un fonds, ok, j'utilise le mot fonds parce que l'algorithme est sensible, que tu devais apprendre flux. Ok? En gestion financière personnelle, il y a quelque chose qu'on appelle flux. C'est quoi un flux? J'avais dit ça hier. Peu importe. La raison pour laquelle je rencontre cette histoire, parce que après avoir analysé l'histoire de la personne, je me suis dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi qui voudrais en fait aider la personne, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Alors, le flux rentre dans ta vie. Ok? Voici ce qui rentre. Ok? Disons que c'est 200 cas. L'école devait te dire que lorsque tu touches du fonds, que ce soit informel, salarié, fonctionnaire, que si c'est à base de ça que tu veux réussir dans la vie, que c'est impossible pour toi de réussir dans la vie en faisant ça. Parce que le temps travaille contre toi. Deuxième chose, le prix de tout ce que tu vas acheter dans ta vie va augmenter chaque année. On appelle ça inflation. Ça veut dire que l'argent là que tu gagnes, ne suffira pas au fil du temps. Ce qui veut dire que tu dois trouver un moyen de faire fructifier ça tout le temps. Maintenant, voici l'autre chose. L'école devait aussi t'apprendre que tu devais avoir des différentes sources de revenus, mais tu devais tout d'abord se focaliser sur une seule source, la maîtriser comme compétence, la systématiser, la automatiser avant de faire autre chose. Chez nous en Afrique, on est très bien en faisant le truc, on trouve des différentes sources de revenus. On trouve des différentes sources de revenus, mais le problème qu'on a en Afrique, c'est que on fait 10 choses à la même temps. On est éparpillé partout. Mais ça, c'est un autre live. Maintenant, si le corps nous disait que, Amivi, c'est ce que peut-être tu auras ça par mois, ça ne va pas suffire au fil du temps parce que le pétrole, le riz que tu vas acheter, ok, le maïs que tu vas acheter, chaque année, ils vont augmenter. Ça veut dire que tu auras toujours l'impression que tu es en train de repartir à zéro, que ce que tu as ne suffit pas, même si tu as un boulot. Après, l'école devait nous dire que mais si tu as la chance et tu es entre les salariés là et tu gagnes entre 1 et 2 M, que il faut comprendre que plus que tu gagnes, plus que ton style de vie augmente. Que tu dois psychologiquement te préparer que lorsque tu gagnes plus, le style de tes dépenses vont augmenter. Maintenant que tu dois trouver un moyen de faire fructifier ça, d'accord, à travers ta compétence et à travers capital actif. Ok, on va parler de capital actif. Cela veut dire que lorsque les 200 viennent ici, ça rentre dans un flux. Le flux veut dire comment je dépense. Ok, et qu'est-ce que je garde à côté. Ok, garder. Est-ce que je donne? Combien je devais donner dans ma vie? Est-ce que j'investis? Le mot là, j'aime pas le mot là parce que l'algorithme est emprunté. Le corps devait me dire qu'il y aura quelques étapes dans ma vie. Je suis obligée à faire ça, mais qu'il y a des règles pour pouvoir faire cela bien. Ok? Ce n'est pas la bonne chose, mais à la fois, on peut le faire si on comprend les règles mathématiques de gestion financière personnelle pour pouvoir le faire. Maintenant, voici le code devait me dire. Le code devait me dire qu'il y a des actifs. Ok? Actif veut dire quoi? L'école devait me dire que, à mes vies, dans ta vie, lorsque tu sors de l'école, tu vas posséder des choses. Attention que tu possèdes quelque chose qui travaille pour toi lorsque tu dors. Parce que l'argent que tu as ici ne suffit pas. Et tout ce que tu achètes augmente. Alors, à mes vies, fais attention que lorsque tu rentres dans ta vie, tu dois répartir tes flux d'une manière cohérente. En fait, il y a des règles sur ça. Je vais vous montrer l'une de ces règles. 50, 30, 20. Ça veut dire quoi? Le corps devait dire à Lévi que lorsque tu es jeune, tu n'es pas surchargé. Mon frère, tu dépenses 50% de ce que tu gagnes ici pour toutes tes dépenses essentielles. Que si tu veux réussir dans la vie, tu prends les 50 là
et tu utilises ça pour les dépenses essentielles. Lorsque tu es jeune et tu commences la vie, tu n'es pas surchargé. Et tu prends les 30 là, vu que tu es jeune, tu n'es pas surchargé, tu as l'opportunité de faire fructifier ton argent en les mettant dans un capital actif. Je vais revenir sur ça après. OK? Que ces 30% là, parce que tu es jeune, tu divises en deux, 15% pour ton futur et 15% pour la sécurité de ta vie. Les imprévus. Si l'école a appris à vivre cela, d'accord? Et maintenant, les 20%, c'est pour le plaisir, parce que tu dois avoir un peu de plaisir dans ta vie, d'accord? Maintenant, si l'école avait dit ça à Amévi va comprendre que lorsque mes fonds, capital humain, lorsque je travaille 8 heures à 10 heures et l'argent rentre, le fonds rentre dans ma vie, le fonds doit circuler mathématiquement. C'est la mathématique qu'on devait nous apprendre, pas la Pythagoras, le truc de bêtises là. Mathématiques, ok? Écoute, tu dois comprendre les mathématiques et les règles autour de ta vie financière pour pouvoir réussir financièrement, que tu prends les 50% pour tes besoins essentiels, tu prends 30% de cela, tu divises ça en deux parce que tu es jeune, ok? Moi, quand j'étais très jeune, j'ai investi 30% de tout ce qui rentrait. Parce que j'étais super surchargé, moi. Alors, je me suis dit, je dois faire ça tout de suite. Non, si je ne fais pas ça, je sais que ça sera pire dans l'avenir. Que tu fais cela et que 20%, c'est pour le plaisir. Et si tu veux aller vite, même, tu fais des sacrifices dans ta jeunesse, tu peux faire 10% ici et augmenter ça. Mais voici ce que l'école devait nous dire. Et au-delà de cela, l'école devait nous dire que lorsque tu rentres dans la vie réelle, adulte, tu devais investir. Ça, c'est ce qu'on appelle capital. Capital actif. Dans ta vie, à mes vies, tu as capital actif, tu as passif. Capital actif, que tous les capitaux actifs ne sont pas les mêmes. Alors, voici, un actif, c'est quoi? On va expliquer ça. Un actif, c'est ce que tu possèdes. C'est ce que tu possèdes qui génère du fonds dans ta poche. Je n'utilise pas l'autre mot parce que TikTok est cher. C'est ce que tu possèdes qui génère du fonds dans ta poche. Si on nous a appris ça, maintenant, écoute, non, bien. Toutes actifs ne sont pas les mêmes. OK? On a maintenant investissement passif et investissement actif. Je vais m'exprimer. On devait apprendre à mes vies que, ma soeur, lorsque tu es jeune et tu gagnes peu, ton boulot, c'est de travailler intelligemment, garder intelligemment, investir intelligemment pour ton futur parce que l'inflation vole ton argent, mais tu devais choisir l'actif qui te donne plus de l'opportunité de le faire. Que vu que toi, tu n'as pas le temps, tu devais faire investissement passif. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de temps pour que ce que tu mets de côté génère quelque chose. Parce que si tu, maintenant, te focalises sur quelque chose, un actif qui prend ton temps, tu n'auras pas l'opportunité de faire fructifier ça parce que ton boulot, c'est de battre le temps, mais tu ne peux pas battre le temps, alors tu dois trouver un moyen de le faire. Alors, on devait nous apprendre qu'il y a des investissements passifs, par exemple les fonds communs de placement, ETF, ok, REIT, ok, je suis revenu sur ça, fonds d'indice, ok, hedge fund, mais ça c'est pour les super riches, on va parler de cela après. Ok. Et on me dit qu'il y a des investissements actifs. Ça veut dire que j'ai besoin de mon temps pour les gérer. D'accord? Si j'ai le terrain, par exemple, le terrain là, mais c'est lourd. Lorsque je construis un immobilier sur ça, je dois la maintenir. On va placer ça là. Action. J'ai besoin de surveiller tout le temps. Et comment l'appelle-t-on? Obligation. Je peux mettre obligation ici. Mais pas toutes les obligations. Il y a quelques obligations qui sont ici. Que or, devises étrangères, matières premières comme or, même chose. OK? OK? En fait, l'éducation financière, on devait seulement nous apprendre l'éducation financière à l'école. Point final. Pas autre chose. Pas autre chose. Parce que lorsqu'on a cette compétence, on peut réussir n'importe où. C'est tout ce qu'on devait nous apprendre. Pas les choses bizarres là. Alors, lorsque vous sortez dans ce live et vous rentrez à la maison chez vos enfants, s'il vous plaît,
essayer de changer ce qu'on a. Ok, je vais vous raconter une histoire, ça va vous énerver. C'est une histoire. La plupart de vous connaissent quelqu'un qui s'appelle Rockefeller. Lorsque vous sortez dans ce live, allez googler Rockefeller. L'une des familles les plus riches du monde, d'accord? Rockefeller voudrait, il travaillait, bon, c'est super riche, il avait les industries qui travaillaient pour lui. Alors, il voudrait des gens comme moi pour travailler pour lui, qui ne pensent pas, qui lèvent la main, et comme dans les industries, la manière qu'on travaille. Alors, l'école est construite exactement pour cela. La raison pour laquelle on doit lever les mains, on nous dit de ne pas faire des erreurs, alors que dans la vie réelle, la seule manière où tu peux apprendre, c'est de faire des erreurs. Alors, lorsque vous sortez de ce live aujourd'hui, j'espère que vous commencez à apprendre vos enfants à l'éducation financière. D'accord? Ce que vous avez appris aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez une petite transmission à vos enfants. Mon enfant, lorsque tu réussis, lorsque tu sors de l'école et tu commences à toucher, partage ce que tu as en 3 parties. Besoins essentiels, investissement, épargne, sécurité financière et plaisir. Mais 50% peut être dépenses essentielles. Tout ce que tu as besoin pour pouvoir vivre. Maintenant, les 30%, divise-les en 2. Épargne, ok? N'épargne pas sous le lit, ok? Épargne dans un compte bancaire et le 15%, tu investis ça c'est pour ton futur, c'est pour ta retraite. Comme ça, tu ne dépenses des charges à tes enfants. Et le 20%, c'est pour le plaisir. Dis ça à tes enfants, d'accord? Et dis à tes enfants que lorsque l'argent rentre, le fonds rentre dans ta vie, que n'importe où tu es, n'importe qui tu es, que tu dois dépenser, mais tu dois garder, qu'avant de donner, il faut vraiment penser si ça me suffit, et que tu investis, et que si tu veux emprunter, que tu n'empruntes pas jamais de l'argent pour acheter une moto, parce qu'une moto, c'est un passif. C'est quelque chose qui sort de l'argent dans ta de l'argent. Désolé, que si tu prêtes de l'argent pour faire cela, tu as utilisé un passif pour acheter un passif, ça va te bloquer dans la vie. Dans la première étape de ta vie, lorsque tu as finalisé l'école et tu commences à construire pour toi, ne fais pas cela. Maintenant, l'autre chose qu'on devait apprendre, c'est que lorsque tu commences à investir, que tu sépares, que tous les actifs ne sont pas les mêmes. Que ce qu'on nous a rencontré, que tu dois acheter un terrain, prends une dette, acheter le terrain, laisse le terrain là et construire. J'aimerais que tu détruis cette psychologie dans la tête de tes enfants aujourd'hui parce que ça ne nous avantage pas. Combien de personnes l'ont fait et réussir à travers On est plus qu'un milliard de personnes dans le continent africain. Combien de personnes ont réussi financièrement en achetant un terrain construit et lorsqu'ils sont en retraite, ils ne sont pas des charges à ces enfants? Dis-moi. Si on fait des choses d'une manière, des générations et on ne trouve pas de résultats, il faut qu'on change. OK? Il faut qu'on change. Parce que nos parents qui nous ont fait transmission n'avaient pas les moyens. C'est ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils nous ont donné. Maintenant, le monde a changé, nous on a la compétence, on doit faire meilleur. Maintenant, lorsque ton enfant rentre dans le monde, tu lui dis que mon enfant, tu as 2 types d'actifs. Actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. D'accord? Passif, c'est ce qui sort de l'argent de ta poche. Mon enfant, fais attention que tu n'utilises pas une dette pour acheter une moto parce que la moto perd de valeur. Mais tu vas continuer à payer la dette. OK? Il y a des mauvaises dettes, des bonnes dettes. Il y a des règles mathématiques autour de la dette. Maintenant, lorsque tu vas lui apprendre qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir battre l'inflation. Mon enfant, tu vas contester que, et tant que ta mère, ton papa, je te dis tout le temps que tout est devenu cher. Effectivement, oui, que chaque année, le prix de tout ce que j'achète pour prendre soin de toi devient cher au fil du temps. Alors, cela veut dire que l'inflation vaut ton argent. Tu ne vas pas voir l'argent disparaître dans ta vie, mais tu auras l'impression réelle, la réalité réelle que tout ce que tu achètes augmente. Alors, ton but dans la vie, c'est de continuer à augmenter la valeur réelle de ton argent. Et la seule manière que tu peux le faire, c'est à travers les actifs passifs, investissement passif. Je vais vous expliquer. Alors, dans la vie, on a plusieurs types d'actifs. On a le terrain qu'on connaît. Le terrain est un actif intéressant si on le fait bien. Mais lorsque ton enfant rentre dans le monde,
On ne devait pas lui donner l'opportunité de commencer avec le terrain. Pourquoi? Le terrain bloque ton fonds des années. En gestion financière personnelle, on appelle ça le coût de l'opportunité. Cela veut dire que si j'ai prêté 5 millions, d'acheter un terrain qui me coûte 3,5 millions et j'ai laissé le terrain là 10 ans et je paie la dette, le coût d'opportunité de cette dette veut dire que ce que je pourrais faire avec ma vie et l'argent là, si j'ai pris l'argent et fait quelque chose d'autre, ou si je n'ai pas pris la dette, mais j'ai investi dans quelque chose d'autre, le coût d'opportunité. Le terrain est un bon actif. Normalement, on devait faire ça dans la deuxième étape dans notre vie. Quand je dis non, peut-être, ouais, deuxième étape. Première étape dans ta vie, on t'a né jusqu'à l'âge de 21 ans. Deuxième étape, de 22 ans jusqu'à 42 ans, tu es en train de comprendre le monde, construire ta vie. Moi, personnellement, je me suis dit que c'est peut-être plus tard d'être en trentaine que tu fais ça. Tu construis, tu prends les vingtaines pour construire une richesse intéressante qui travaille pour toi. Et maintenant, tu te focalises sur le terrain. Si tu le fais bien et tu le construis comme actif dans ta vie, qui génère de l'argent, et lorsque tu prends cet argent-là, tu continues à placer ça dans un actif qui est passif, et tu mets quelque chose à quoi faire la maintenance de la maison, tu vas créer une richesse générationnelle. Mais, mon enfant, lorsque tu es dans tes vingtaines, ne fais pas ça. Ne prends pas la dette et fais ça. Maintenant, ce qu'on devait nous apprendre encore, c'est que action. Action, c'est intéressant, mais c'est quoi l'action? Là, tu apprends à tes enfants qu'il y a quelque chose qui s'appelle la bourse. OK? Que n'importe qui a l'éducation financière, qui n'est pas millionnaire, milliardaire, peut acheter des actifs dans cette bourse. Et s'il a l'éducation financière, des systèmes et de la discipline, que lui aussi peut construire quelque chose d'extraordinaire et laisser quelque chose à ses enfants. C'est quoi la bourse? La bourse, c'est un marché virtuel. C'est un marché comme nos marchés d'Assigame, Kolaka Market, patati patata. Mais ce marché est de telle sorte que les grandes entreprises viennent. D'accord? Je vais vous expliquer. Les grandes entreprises viennent. Il y a les trucs là qui on va parler des actifs. Je vais réécrire comme ça, ce sera plus clair. D'accord? Actifs. Je vais écrire ici investissement. Je vais écrire le mot investir. Comme ça, l'algorithme ne me... Alors, on a investissement passif. OK? Et puis, on a investissement actif. OK? En gestion financière personnelle, on a... Je vais expliquer d'une manière que je ne vous trompe pas. OK? Actif et passif. Un actif, c'est quelque chose que tu possèdes qui met du fond dans ta poche. Et la plupart des actifs sont des choses qui mettent du fond dans ta poche sans que toi, tu travailles. OK? Ça, c'est un bon actif. Un passif, on devait écrire ça en rouge, c'est quelque chose qui sort de l'argent dans ta poche. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs actifs. Il y a des actifs où tu as besoin de temps pour les gérer. Ce qui veut dire que tu as tout le temps besoin de temps pour les gérer. Et puis, il y a des actifs, tu n'as pas besoin du temps pour les gérer. Tu corriges peut-être une fois, 2 fois par an, et ça travaille pour toi, mais toi, tu ne fais rien. OK? Alors, on va parler des actifs. Alors, dans le monde actif, les actifs qui prennent ton temps, c'est un terrain. Je vais expliquer pourquoi ça prend ton temps. OK? C'est un actif puissant. Ça prend ton temps parce que, tout d'abord, tu dois épargner des années. C'est ton temps. Et tu achètes le terrain. La plupart du temps, tu n'as pas le temps de construire la maison. Tu attends encore des années. Ou tu prends la dette, tu paies la dette et puis tu attends, et puis tu construis, tu continues à payer la dette là. Et lorsque tu veux la vendre, tu veux vendre le terrain, ça prend énormément de temps avant que tu peux liquider. Ça, c'est un autre mot, on va décortiquer ça après. Alors, ça prend ton temps. Alors, c'est un investissement actif. Quand je dis un investissement actif, tu as besoin de ton temps pour le gérer. Maintenant, on a action. Action, c'est quoi? Action, ça veut dire que tu as acheté une petite partie d'une entreprise. Il y a 2 manières de le faire. Si tu le fais de la mauvaise manière, tu vas galérer ta vie. D'accord? On va décortiquer ça. Actif veut dire, j'ai investi dans une entreprise qui n'est pas... Bon, ça aussi peut être ton entreprise, mais dans ce qu'on va parler que c'est une entreprise, une autre entreprise. Il y a 2 manières de faire ça. Tu peux faire ça privé, mais on ne fait pas ça lorsqu'on est en train de construire de la richesse. On est en train d'accumuler. On ne fait pas ça. On fait ça plus tard lorsqu'on a pas mal d'argent.
L'autre manière de le faire, c'est à travers la bourse. OK? C'est quoi la bourse? La bourse, c'est un marché virtuel. OK? C'est un marché ici. Ce marché est virtuel. OK? Et il y a beaucoup des entreprises qui viennent. EcoBank vient. OK? Il y a Orabank vient. OK? Il y a Sonatel, qu'on connaît. Orange CI, Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs. Partout dans le monde, on a de la bourse. La bourse, la plus grande bourse du monde, c'est la bourse américaine. Plus de une centaine d'années. OK? Un monde civilisé a une bourse. Pourquoi? C'est là que les grandes entreprises viennent lever du fonds. Ils viennent vendre une petite partie de leur entreprise. On appelle ça action. Cela veut dire que toi, tu peux devenir propriétaire de Nestlé, de Milo que tu consommes là, qui est horrible d'ailleurs, de Milo que tu consommes. Chaque fois que tu l'as acheté, tu es en train d'acheter une petite partie de un produit de ton propre entreprise. Tu es devenu investisseur. Mais tu ne travailles pas dans cette entreprise. Il y a des salariés qui travaillent pour toi et au fil du temps, tu gagnes de l'argent. Action, tu peux faire ça, mais c'est actif. Ça veut dire que tu dois surveiller le secteur. OK? Tu dois comprendre les différents secteurs. Il y a des règles mathématiques autour de cela. Il faut être expert pour le faire. Peu importe ce qu'on te dit, on te ment. Investir dans des actions individuelles, tu dois être expert pour le faire. Tout ce que les jeunes font à la BRBM, là, qui sont en train d'investir à travers, c'est de la désordre. Je vais revenir sur ça après. OK? Alors ça, c'est la bourse. L'autre chose que tu peux faire, d'accord, qui est investissement passif à la bourse, c'est obligation. Pourquoi c'est passif? C'est investissement passif, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'utiliser ton temps. C'est quoi une obligation? Dans la même manière où les entreprises viennent lever du fonds pour accélérer l'entreprise, peut-être que l'entreprise ne veut pas vendre une partie de son entreprise. OK? Il a besoin de flux, cash flow. La même manière que je vous ai expliqué, toi, tu as besoin de cash flow pour vivre. Une entreprise a besoin d'espèces pour vivre. D'accord? Alors, de la même manière, OK? Ils vont venir dire que non, je ne vais pas vendre une partie de mon entreprise, mais je vais prêter de l'argent, OK? Alors, ils viennent, toi et moi, ici, on prête l'argent à l'entreprise, OK? Et l'entreprise peut accélérer son activité. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas rentable, OK? Ça veut dire que l'entreprise, étant qu'entrepreneur, tu peux aller vite, mais tu as besoin de fonds parce que la manière que l'argent vient circuler n'est pas à ton avantage. Tu as besoin de quelque chose d'extra pour pouvoir aller un peu plus vite. Alors, tu as besoin du fonds. Alors, obligation d'entreprise. L'autre manière, ici, on a obligation d'entreprise et puis on a obligation d'État. Des pays, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso, dans la zone noire, ils viennent à la bourse pour prêter de l'argent près de toi. OK? Pourquoi c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, sinon, ils sont obligés d'aller à l'Occident, à la Banque mondiale, OK? On les prête de l'argent et ils sont exposés à des conditions qui ne sont pas favorables à toi et moi. D'accord? Alors, ils viennent à la bourse, s'ils veulent construire des routes, des infrastructures, OK? D'énergie, par exemple, des écoles, des hôpitaux, ils viennent chez moi et toi, le public. La raison pour laquelle on appelle la bourse aussi le marché public. Et lorsqu'ils viennent, ils prêtent de l'argent chez toi, OK? Et tu te donnes des taux d'intérêt. C'est passif parce que lorsque tu mets l'argent dans cela, ça continue à générer. On te paie. On te paie des taux d'intérêt. Tu es devenu la banque. Tu vois un peu. Tu dis ça à tes enfants. Et au lieu d'être au lieu de travailler pour la banque, tu as dû devenir la banque. Tu vois un peu. Alors ça, c'est obligation. Ça, c'est passif. Il y a une autre chose qui est aussi passive. On appelle ça bon de trésor. Quand je dis passive, je ne dis pas que il faut séparer passif actif. Moi, je dis passif du temps le temps que tu utilises. Tu n'utilises pas ton temps. D'accord? OK? All right. Bon de trésor, c'est quoi? Un bon de trésor, c'est la même chose. Quasi la même chose comme une obligation, mais c'est en courte. La période est courte. Ça veut dire que le gouvernement a besoin de l'argent pour payer des salaires. De 6 à 12 mois, 18 mois, les bons de trésor sont faits pour cela. Tu peux faire ça. Maintenant, autre chose que tu pourrais faire, d'accord? Et comme passif. Tu peux investir dans des fonds. On appelle ça des véhicules d'investissement. D'accord? Non, on va revenir ici après. Un instant, je vais venir ici. Maintenant, autre actif où tu dois utiliser ton temps, matière première. Je vois qu'il y a des jeunes qui font ça, matière première. C'est quoi? On n'a pas encore l'opportunité de faire ça à la BRBM,
Dans la bourse américaine, il y avait un moment dans ma vie, moi j'ai fait ça. Tu investis en or, tu investis en cacao. Oui, les matières premières sont cotées à la bourse, en café, etc. Mais pour le faire, il faut être expert dans ce domaine. Parce que c'est un monde complètement entier, ok? Ça a besoin du temps pour pouvoir gérer ton portefeuille. Et la plupart des matières premières sont des actifs pour utiliser pour protéger ce que tu as déjà construit, pas pour commencer à accumuler. Vous voyez un peu. Maintenant, on a aussi devises étrangères. Je vois qu'il y a les jeunes qui font cela, devises étrangères. Ok, je vais vous raconter une histoire. Ok, sur ça. Quand j'étais petite, ma maman faisait quelque chose que je n'ai pas compris. C'est après, lorsque j'ai fait mon business et finance, je me suis dit, ah, la femme là, elle est bizarre. Moi, j'ai grandi à Sigame au Togo. Ma maman, elle savait, elle était pote avec les Aoussa. Alors, je ne sais pas qui vous savez, mais les Aoussa travaillent avec les banques. Hein. Ça, c'est un autre live. Alors, elle devine lorsque euro ou dollar va augmenter, elle va acheter, elle va assis sur ça et puis après, elle va vendre. Moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais petite. Je ne vous recommande pas de faire cela. Ce n'est pas une bonne chose. Dans la vie réelle, à la bourse, tu peux faire ça. C'est très volatile. C'est des casse-couilles. On ne commence pas par ici. D'accord? Ça aussi, c'est un actif qui prend ton temps. D'accord? Alors, on ne commence pas ici. Crypto. On ne commence pas par ici non plus parce que c'est un actif qui est super spéculatif. C'est développé sur une technologie qui s'appelle blockchain. D'accord? Qui est hors du système monétaire traditionnel. On ne commence pas. C'est quelque chose qu'on utilise, qu'on a déjà, on est bien établi et on veut diversifier son portefeuille. On peut perdre un peu. Moi, j'ai même oublié mon mot de passe. On ne fait pas ça lorsqu'on commence à construire. D'accord? Alors, crypto. Maintenant, voici les autres manières. Tu peux commencer à faire sans utiliser ton temps. On a les fonds, des véhicules. On appelle des choses des véhicules d'investissement. On a FCP. FCP, c'est un fonds commun de placement. OK? Je vais expliquer ce que c'est après. D'accord? Je vais expliquer. C'est un actif passif parce qu'on n'a pas besoin du temps pour le gérer. On a aussi ETF. On a aussi fonds d'indice. OK? Fonds indiciel. Il y a des diasporas qui montent dans mon live. Alors, je dois apprendre toutes ces notions. Et il y a fonds, comment l'appelle-t-on? On a fonds commun de placement. Ouais. On a REIT, je vais expliquer ce que c'est. On n'a pas encore ça à la bourse. Et on a plusieurs fonds, mais je vais arrêter ici. D'accord? Maintenant, c'est quoi la notion de fonds? La notion de fonds intéressant, c'est que, imaginons qu'il y a un panier ici. Et dans ce panier, il y a Amivi, il y a Kofi, il y a Madame Dédé, il y a Monsieur Jean-Marco, ok? Il y a plusieurs, 1 milliard, 1 million de personnes, ok? Quelqu'un veut investir 5 000 francs par mois, quelqu'un 10 000 francs par mois, quelqu'un 1 million par mois, quelqu'un 2 000 francs par mois, ok? Tout le monde met l'argent ici, et dans ce panier, il y a des millions, et puis il y a des milliards de CFA, ok? Et ce panier maintenant achète plusieurs ça. Oui, actions. Ça peut acheter obligations, bons de trésor, matières premières, même devises étrangères. Oui, il y a des fonds qui sont comme ça, des cryptos. Ça rassemble énormément d'actifs dans un panier. Alors, lorsque tu investis chaque mois, instantanément diversifié, et c'est géré, pas des espèces. Ça dépend. Maintenant, on va voir. Un fonds commun de placement, c'est exactement ça. On a ça à la BRDM, ok? Notre bourse dans la zone numéro 1, okay, qui regroupe les 8 pays, ok? Le ETF, c'est la même chose, mais c'est coté à la BRDM, à la bourse. Tu dois l'acheter comme une action. On n'a pas encore ça à la BRDM. C'est puissant. Moi, bon, ça dépend, c'est du goût. Moi, j'aime pas, je prends mon temps pour gérer des portefeuilles. Alors, fonds d'indice, la même chose comme fonds commun de placement, littéralement la même chose, mais la seule différence, c'est que ça, c'est gestion active. Ce qui veut dire qu'il y a un gestionnaire qui gère le fonds tout le temps. Ça, c'est gestion passive. OK? Alors, le frais ici est très 0,0 et quelques. Ici, le frais peut varier de 1% à 1,75%. OK? On a ça à la BRDM. C'est mieux de faire ça que de faire ça individuellement. Et puis, on a ça. REIT. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des fonds pour les immobiliers. Ce qui veut dire que c'est un fonds qui regroupe les plus grandes entreprises immobilières. Tu peux investir ça
Si tu veux diversifier ton portefeuille et c'est l'immobilier qui t'intéresse, tu peux faire ça. On n'a pas encore ça à la BRDM, mais on a ça à la bourse américaine, bourse européenne, patati patata. D'accord? Alors, on revient à l'histoire de ton enfant là qui sort de l'école. OK? Et tu lui dis, chérie, Amélie, lorsque tu commences ta vie, tu dois te focaliser sur ça, pas ça. Parce que tes 200 000 là ne vont pas te suffire au fil du temps à cause de l'inflation. Et tu ne peux pas utiliser ton temps pour gérer ton portefeuille. Tu devais utiliser ton temps pour apprendre des nouvelles compétences. Comme ça, tu peux transformer ta compétence en salaire supplémentaire. Quelqu'un qui est financièrement éduqué comprend exactement qu'il doit continuer à augmenter sa compétence. Et s'il vous plaît, je viens de m'abonner. Je veux que vous m'expliquiez les premiers points. On est là, il y a un moment, hein? Monsieur Nelson est là. Je fais toujours de la conclusion. On est là, il y a un moment. Alors, on a parlé de quoi? OK? On a parlé du fait que quand on est à l'école, on nous a appris des bêtises. OK? On devait nous apprendre capital humain, capital actif. OK? Que lorsque tu rentres à l'école, ton boulot, lorsque tu sors de l'école, ton boulot, lorsque tu as le fonds qui rentre, capital humain, tu échanges ton temps contre l'argent. Temps contre argent. OK? OK, je vais écrire fonds parce que TikTok n'est pas très chiant avec moi. Ici, tu échanges, c'est ton fonds travaille pour toi. Pour toi. Lorsque tu dors, pour toi. Ça travaille pour toi. Ici, tu travailles pour le fonds. Ici, le fonds travaille pour toi. D'accord? Alors, tu vas apprendre ton enfant que lorsque l'argent vient, tu dois répartir ça. Lorsque tu es jeune, 50% dépenses essentielles, 30% investissement, épargne et sécurité financière et 20% plaisir. OK? Ça veut dire que tu as appris ton enfant comment le flux de trésorerie, l'argent qui sort et rentre sur circuit dans sa vie, il y a des règles autour de ça. Il y a des règles autour de gestion financière personnelle. Il y a des règles, des mathématiques. Je peux même pas. Moi aussi, je viens de peine. Oh! Vous venez de rentrer? Tu allais? On va rentrer. Ne vous inquiétez pas. On va reprendre, OK? Pas reprendre, mais on va continuer, puis je vais faire la conclusion. Alors, ce qui veut dire que tu n'as pas le temps. Tu échanges ton temps contre le fond. Je ne veux pas dire le mot art, le fond. Le problème avec ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inflation. Et l'inflation est réelle. Hier, j'avais rencontré une histoire que j'aimerais répéter ici. Je suis désolée pour les gens, OK, qui n'ont pas écouté l'histoire. Ouais, et c'est sur l'écran, non? Ce n'est pas sur l'écran. Bêtise. J'avais écrit ça sur l'écran. OK, je vais vous donner ça après. D'accord? Mon numéro WhatsApp. Je réponds toujours. Je réponds toujours. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Mais ce que je disais, c'est que j'avais rencontré une histoire hier. J'aimerais répéter cette histoire. OK? Faisons une expérimentation ensemble. Tu prends comment l'appelle-t-on? Tu prends un seau, tu mets de l'eau chaude là-dedans et tu mets une grenouille là-dedans. La grenouille va sauter en même temps parce que l'eau est chaude. Maintenant, deuxième expérimentation, tu prends la même grenouille, tu mets l'eau froide. La grenouille va s'amuser parce que la grenouille adore l'eau froide. Et puis, tu ajoutes lentement. Ça, c'est chiant, ne fais pas ça. Il y a un point sur l'histoire. Et puis, tu ajoutes lentement l'eau chaude dans l'eau froide. La grenouille va ce serait là tranquille. Et puis, au fil du temps, qu'est-ce qui va se passer? La grenouille va mourir. OK? C'est ça l'inflation. Toi et moi, nous sommes les grenouilles. Mais quelqu'un qui a l'éducation financière, il saute en même temps, même s'il doit être froid. Je vais m'exprimer. L'inflation, c'est la chose la plus dangereuse de ta vie économique. OK? Tu me fais tout pour la battre chaque année. C'est quoi l'inflation? Tu as sûrement... Le problème, c'est que même les gens qui ont fait finance économie, moi j'ai fait commerce international et finance, on nous a appris cela. C'est lorsque moi j'ai commencé à lire des livres d'éducation financière à l'âge de 20 ans, 19 ans, je me suis dit, on ne m'a pas appris cela à l'école. L'inflation, c'est le fait que tout ce que tu achètes augmente. OK? Restez avec moi. Tout ce que tu achètes augmente chaque année. Tout. Même les choses
les choses que tu te demandes, pourquoi ça augmente? Ton forfait de télécommunication augmente. Le riz augmente. Maïs augmente. Tout, pétrole augmente. Si on voudrait vendre, en fait, j'aimerais dire que si on voudrait vendre le sable, on vend le sable. Le prix du sable augmente. Pour construire. Tout augmente. D'accord? On appelle ça inflation. OK? Partout dans le monde où tu es, c'est la réalité économique. L'inflation. Le prix de tout ce que tu achètes augmente. Alors, on devait nous apprendre à l'école que nos boulots, objectifs dans ta vie, c'est de battre l'inflation. C'est ton boulot. Battre ça. Ça, c'est ton boulot. OK? Maintenant, pourquoi c'est silencieux? OK? Comme la grenouille, l'être humain, oui, on a un groupe de WhatsApp. Oui, je vais vous inviter après. Je vais faire une petite conclusion à la fin et puis je vais vous inviter, OK? J'ai une communauté, j'ai un programme Mission Million. Vous allez rentrer. En fait, j'aimerais faire un Zoom dans 2 semaines. Je vais faire un Zoom. On va parler de ça après. Maintenant, vous avez l'inflation. L'objectif, c'est de battre l'inflation. OK? La raison pour laquelle j'ai rencontré l'histoire de la grenouille, c'est que le point avec l'inflation, c'est que on a eu ça petit, 5% chaque année, à la fois 6%. Moi, je suis moitié ghanéenne, moitié togolaise. Au Ghana, il y avait un moment, c'est que de la dinguerie. Les prix chutaient en l'air, n'importe comment. Cela veut dire que tu dois comprendre quelque chose. Si le prix est à 100 francs aujourd'hui, le prix du pain à 100 francs, et l'année prochaine, c'est à 105. L'année qui va suivre, c'est 5% de ces 105. Et puis, ça se compose. Cela veut dire que les 100 francs que tu achètes avec le pain aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça l'année prochaine, l'année prochaine. Ce qui veut dire que littéralement, ton argent perd de valeur. On appelle ça perte de pouvoir d'achat. Mais psychologiquement, tu ne réagis pas parce que l'être humain, notre psychologie, est fait du sorte que si la chose n'est pas, comment l'appelle-t-on, dramatique, on ne réagit pas. La raison pour laquelle la grenouille a sauté dans l'eau chaude, c'est parce que c'est chaud. Mais lorsque c'est lentement, on ne sent pas cela. La même chose avec l'inflation. Alors, à l'école, on devait t'apprendre que tu dois battre l'inflation. Maintenant, comment est-ce que tu peux battre l'inflation? Tu peux battre l'inflation à travers des actifs. OK? Des actifs. Alors, là, on devait t'apprendre la notion d'actifs et passifs. OK? Et les actifs, c'est tout ce que tu possèdes qui a de valeur, qui met de l'argent dans ta poche. Le passif, c'est tout ce qui sort de l'argent. Alors, dette, c'est du passif. Voiture, c'est une passive. OK? Comment on appelle ton moto? Et ça va énerver quelqu'un dans ce live. Même la maison que tu as construite, si tu habites dans la maison qui ne génère pas et tu as prêté de l'argent pour faire cela, ça peut devenir un passif. OK? Je vais expliquer ça après. Parce que je dis ça, ça énerve les gens, mais c'est la réalité. Je peux. Maintenant, les passifs, c'est ce que tu possèdes qui travaille pour toi même lorsque toi tu dors. OK? Alors ça, c'est acheter une petite partie d'une entreprise. Ça, c'est obligation. Tu as prêté de l'argent à une entreprise, à la bourse ou à l'État. Un bon de trésor, tu as prêté de l'argent, OK, à l'État en court terme. Et fonds commun de placement, c'est quelque chose qui regroupe tout cela. Fonds d'indice, même chose. Maintenant, il y a autre type d'actifs. Je les écris en rouge parce que eux, tu as besoin du temps pour les gérer. Là, c'est action, ça c'est action individuelle. OK? Action individuelle, tu as besoin du temps pour les gérer. OK? Et tu as terrain, ça bloque ton argent. Tu perds du temps si tu commences avec le terrain. Alors que ça peut être très puissant si tu le fais plus tard. OK? Et ici, on a matière première, or, j'avais dit ça. On avait devises étrangères, euros, dollars. Oui, tu peux investir à ça. Mais ça prend énormément de temps de gérer. OK? Et aussi, tu peux, est-ce que j'ai oublié? Ouais, crypto. OK? Crypto. D'accord? Maintenant, voici le truc. Le truc, c'est que l'inflation ici, il y a 2 pièges. En fait, il y a plusieurs pièges. On va parler de 2. Premier piège, c'est que tu mets tout ton argent en espèces. Si tu as un M aujourd'hui, je dis M, si tu as 200K aujourd'hui, si tu mets tout ça en espèces, ça ne travaille pas pour toi. L'inflation avale ça silencieux. Tu ne vois pas que ton argent diminue, mais tu ne peux pas acheter la même chose l'année prochaine avec cet argent-là. Ça, c'est l'inflation. C'est invisible. C'est dangereux. OK? Maintenant, voici l'autre, épargne.
Les gens qui épargnent, ils épargnent dans leur compte bancaire et puis ils mettent tout ici. À Mivi, on devait apprendre à Mivi à l'école que l'épargne, c'est un outil stratégique de gestion financière personnelle qui te donne de la sécurité financière. C'est un filet de sécurité. C'est pas pour investir. Ça veut dire que tu mets ce que tu dois mettre pour pouvoir avoir une sécurité. Je vais vous donner un bonus dans ce live. Je suis contente aujourd'hui. OK? Tu devais avoir sécurité aujourd'hui. Voici les règles. Je vous ai dit qu'il y a des règles mathématiques. Si tu es salarié, fonctionnaire, tu dois avoir de 3 à 6 mois de ton salaire pour gérer tes sécurités financières, des imprévus. On appelle ça les fonds comment l'appelle-t-on? Fonds de sécurité ou fonds des imprévus. OK? Si tu es salarié dans le secteur privé, dans une entreprise, de 6 à 9 mois. Désolé, de 6 à 9 mois. Maintenant, si tu es informel, de 9 à 12 mois, parce que tu es ton propre boss, tu n'as pas de fil de sécurité. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir tout cela avant de commencer à investir. Ce que tu fais, tu dois avoir un palier. OK? Ton palier, c'est que lorsque tu as 3 multiplié par tes dépenses, 3 mois de tes dépenses essentielles, OK? On avait parlé de dépenses essentielles ici. Tu peux maintenant continuer à épargner et investir. Fonds d'urgence, merci. Et investir en même temps. D'accord? OK? Alors, le problème avec ça, c'est que si toi, tu gardes tout cela et on te donne de 3 à 3,5% parce que la banque ne peut jamais te donner des taux d'intérêt dans ton compte d'épargne qui bat l'inflation parce que c'est contre leur modèle économique. Il y a TikTok qui me demande de faire quelque chose un instant. Voilà. Un instant. On me demande de faire quelque chose. Voilà. All right. La banque ne te proposera jamais un taux d'intérêt qui bat l'inflation parce que c'est contradictoire, OK? C'est super contradictoire à leur modèle économique, la manière qu'ils gagnent de l'argent. Parce que lorsque toi, tu mets l'argent ici, ils prêtent ça à quelqu'un d'autre. Ils te donnent 3,5%, ils prêtent ça à quelqu'un à 10 ou 12%. La différence, c'est ce qu'ils gagnent. Tu vois un peu? Alors que toi, tu devais seulement avoir ça, OK? Et tu dois suivre ça. Si tu épargnes et puis tu retires, tu dois avoir quelque part où tu sais exactement combien tu as tout le temps pour pouvoir vivre bien, OK? Alors, on devait t'apprendre cela, d'accord? Et on devait t'apprendre actif, passif, d'accord? Et on devait te dire que tu ne commences pas par ça, ce type d'actif, parce que ça prend du temps. Que lorsque tu es jeune, tu commences ici et tu utilises ton temps à acquérir des nouvelles compétences. Comme ça, tu peux transformer ces compétences en salaire supplémentaire et continuer à réinvestir dans des actifs comme ça, en bleu, pour gagner ta vie. Quelqu'un qui gagne 200K, 300K, jeune aujourd'hui, et la personne qui a besoin d'éducation financière, puis réussit bien. Et l'éducation financière, la discipline, le système, et aussi le fait que lorsque la famille lui dit tu dois acheter un terrain, il fait ça. Il bloque ses oreilles et puis il se focalise sur son propre chemin. D'accord? Alors, voici, pour les gens qui viennent de rentrer, voici ce qu'on a discuté maintenant. Je vais partager les dernières choses avec vous avant de vous laisser partir parce que c'est dimanche. Je sais que c'est pas tout le monde qui adore lundi, moi inclus. Ouf, j'aime pas lundi. Je sais même pas pourquoi on travaille 5 jours par semaine ou 6 jours. Pourquoi ne pas travailler 3 jours et s'amuser les 4e jours? Je dis n'importe quoi. OK. Maintenant, j'ai effacé ça. Maintenant, on a parlé du temps, OK? On a parlé d'investissement, on a parlé d'actifs, on a parlé des passifs. On a parlé du fait que lorsque tu commences, tu devais commencer avec des actifs, OK, qui ne prennent pas ton temps. D'accord? Super important. Maintenant, je parle souvent de l'éducation financière. Et lorsque je parle de l'éducation financière, je ne crois pas qu'on comprend ce que je suis en train de dire. Alors aujourd'hui, j'aimerais expliquer un peu ce que je veux dire, OK? Et je vais expliquer. OK. On va commencer avec gestion d'argent et dette. OK? Quelqu'un qui a l'éducation financière, OK? Dis-moi oui en commentaire si on peut lire ce que j'ai écrit. Je viens de remarquer que ce n'est pas exactement ça. Est-ce que c'est bon, oui ou non? Est-ce qu'on peut lire ça? Couleur, non, ouais, effectivement. J'ai remarqué que c'était pas exactement ça. OK. OK. Éducation financière. OK. Gestion. Oh, pourquoi, mais là, je cherche toutes des nouvelles.
Gestion d'argent, ça aussi n'est pas bon. Ça, c'est quoi ça? D'argent, c'est mieux. Et dette. OK? OK. C'est exactement quoi? Gestion d'argent et dette veut dire toujours pas? C'est toujours horrible? Dis-moi, est-ce que c'est mieux et ce n'est pas bon? OK, je vais essayer. Gestion d'argent et dette. TikTok va me casser les couilles avec ces mots. Je crois que c'est mieux maintenant, non? Oui. Ouais, très bien. Tout d'abord, lorsqu'on a l'éducation financière, on doit comprendre gestion d'argent et dette. Dans ça, il y a plusieurs choses. Dans ça, il y a le fait que tu dois comprendre le flux de trésorerie. OK? Je vous ai expliqué ça. Ce qui rentre, tes revenus annuels. OK? Et ce qui sort, tes dépenses annuelles. OK? Combien tu devais gagner? Il y a des mathématiques et d'éducation financière et de gestion financière personnelle, tu dis ça. Ce que tu devais garder, épargner, d'accord? Combien tu devais investir? OK? Tu dois comprendre le flux. Je vais expliquer ce que c'est. Je suis contente aujourd'hui. Je vais vous donner des astuces. OK? Écoute, disons que tu es entrepreneur informel. OK? Et de janvier à mars, ce qui rentre, c'est 200 cas par mois. OK? Chaque mois, janvier, février, mars, tu gagnes ça. OK? Maintenant, disons que d'avril jusqu'à, suivez-moi, jusqu'à décembre, tu gagnes peut-être 180 cas. 180 cas. OK? OK. Maintenant, disons que tes dépenses essentielles, je dis n'importe quoi, si tu fais bien les choses, disons que tes dépenses essentielles, bon, je vais prendre le cas où la personne a l'éducation financière. Tes dépenses essentielles sont 100 cas. OK? Maintenant, le flux du trésorerie, lorsqu'on veut mettre ça en place, OK, en gestion d'argent, tu dois faire janvier, février, et tu vas mettre tes revenus. Tu vas constater que de janvier en février, mars, tu as 200 qui rentrent. OK? Mais d'avril jusqu'à ça, tu as seulement 180 cas. Ce qui veut dire que d'avril jusqu'à ça, tu dois vivre moins de 20 cas. OK? Alors, tu dois savoir exactement comment tu dois répartir. Et là viennent les stratégies de budgétisation. Et là, il y a énormément de stratégies de budgétisation, énormément des astuces pour pouvoir implémenter et faire cela. OK? J'ai donné quelques exemples. Maintenant, quelqu'un qui doit comprendre gestion d'argent doit comprendre dette. OK? J'avais déjà dit que les dettes, ce sont des passifs. Que tu ne prends pas une dette pour acheter moto ou voiture. Et en fait, il y a des règles mathématiques. Quelqu'un qui a l'éducation financière sait exactement le taux d'intérêt de sa dette. Comme ça, il peut savoir si la dette là, OK, est rentable. Quand je dis rentable, est bon pour lui ou pas. Parce qu'il y a des règles. Par exemple, lorsque tu veux acheter, dans le programme Mission Million, on t'apprend comment exactement calculer. Lorsque tu veux acheter une moto, on te donne une dette. Quelles sont les règles mathématiques que tu dois appliquer pour savoir si c'est une bonne dette? Si tu peux supporter, si ton salaire peut supporter la dette ou pas. OK? Alors, tu dois comprendre. Tu dois comprendre les stratégies de dette. Je vais partager quelques stratégies de dette ici tout de suite là. OK? Je suis contente aujourd'hui. OK? Il y a des différentes stratégies. Je vais partager quelques. Il y a une stratégie qui s'appelle boule de neige. Ce qui veut dire que tu lises toutes tes dettes. Tu dois savoir les taux d'intérêt de cette dette-là. Voici les règles. Tu lises toutes tes dettes. Stratégie de boule de neige. C'est une stratégie pour pouvoir rembourser tes dettes. Si tu as plusieurs dettes. OK, voici les règles. Tu lises toutes les dettes de petit à zéro. De petit taux d'intérêt, OK, au maximum taux d'intérêt. Et tu commences à payer le petit, la dette qui a le petit taux d'intérêt. Et ça va te donner une motivation d'aller. Puis tu continues à payer les autres. On appelle ça stratégie de boule de neige. L'autre stratégie, c'est stratégie en avalanche. Ça, c'est en envers, OK? Statistiquement, économiquement, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est ça qui coûte moins. Tu fais la même chose, voici les règles. Tu lises tes dettes
le taux d'intérêt élevé jusqu'au moins, et tu paies le taux d'intérêt le plus élevé. Voilà. Ça, tu dois comprendre ces choses comme ça, d'accord? Parce que ça t'avantage dans la vie. Tu dois savoir exactement quand est-ce que tu prends une dette, quand est-ce que tu ne prends pas la dette. Ça permet de énormément de choses. Deuxième chose, tu dois comprendre le flux de trésorerie. On avait parlé de ça. En fait, ça, c'est la première chose que tu devais comprendre, en fait. Troisième chose, tu dois avoir une clarté financière. Et dans ça, il y a plusieurs choses. Je vais vous donner quelque chose. Clarté financière, tu dois comprendre c'est quoi l'inflation, comment l'inflation agit, combien tu perds chaque année. Tu dois comprendre une notion qui s'appelle intérêt composé parce que c'est l'ennemi de l'inflation. OK? L'intérêt composé veut dire que lorsque j'investis, si j'investis 1000 francs et on me donne 10%, première année, je vais avoir 1100 francs. Deuxième année, on va prendre 1100 francs multiplié par 10%. On ne va pas prendre deuxième année 1000 francs multiplié par 10. Alors, au fil du temps, on prend toujours le capital le plus élevé que j'ai avant de calculer le rendement de l'année en question. Et au fil du temps, toi, tu continues à investir, ça devient très explosif. Alors, tu dois comprendre la notion du temps. Tu dois comprendre inflation, temps, intérêt composé. Tu dois comprendre objectifs financiers, les différents horizons. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas les choses comme ça, tu vas courir derrière des rendements faux. C'est comme ça qu'on est anarqué. Et ça me revient ici aussi, tu dois comprendre les règles d'anarque. Il y a des règles. Quelqu'un est financièrement éduqué, moi, on ne peut pas m'anarquer comme n'importe comment quand on parle de l'argent. C'est impossible. Des règles d'anarque, d'accord? Il y a quelqu'un qui est dans cette dit, on va voir. Je blague. Les règles d'anarque. On doit comprendre les règles d'anarque, d'accord? Lorsqu'on a la clarté financière, on comprend le temps et le temps est super important. Pourquoi le temps est important? Je prends un peu de temps sur ça pour vous expliquer. Disons que quelqu'un rentre dans votre vie et vous dit que, j'ai vu un investissement, si tu places ton argent ici, dans un mois, tu vas doubler ton argent, ok? En gestion financière personnelle, quelqu'un qui est financièrement éduqué sait que c'est impossible parce qu'il y a des règles mathématiques. C'est impossible. Il y a des règles que tu peux appliquer pour comprendre. Lorsque tu comprends comment l'argent circule dans le monde, tu as la clarté financière. C'est impossible que quelqu'un vienne te proposer des trucs comme ça parce que tu connais, tu as la compétence. Ce n'est pas du diable, ce n'est pas vaudou magique. Tu comprends? Voilà. Alors, le temps est super important. Lorsqu'on comprend la notion du temps en gestion financière personnelle, c'est quasiment impossible de t'anarquer. Et quasiment impossible. Alors, tu dois comprendre des choses comme ça. Tu dois maintenant comprendre ce que veut dire sécurité financière. Et tu dois mettre en place un système pour ça. OK? Il y a 3 piliers de sécurité financière. L'un de ces piliers, c'est fonds d'urgence. On a parlé dessus ça. Tu dois savoir ce que tu devais avoir. OK? L'un de ces piliers, c'est des produits d'assurance. Il y en a plusieurs. Tu dois savoir aussi comprendre les assurances, ce qui est bon pour toi lorsque je commande, quels sont les produits qui sont bons pour moi, lorsque je continue, explique quoi le flux de trésorerie. OK, je vais revenir sur ça. Le flux de trésorerie, OK. Je vais prendre un peu de temps sur ça après, OK? Merci. Et tu dois maintenant, 5e chose, tu dois savoir ce que c'est patrimoine. Et tu dois savoir comment construire un patrimoine. Je vais expliquer ce que c'est. OK? Patrimoine, en anglais, ça s'appelle wealth. J'avais commencé ce live en disant que à l'école, on devait nous apprendre quelques notions. L'autre chose qu'on devait nous apprendre, c'est qu'à mi-vie, ton boulot, c'est de battre l'inflation. Tu dois travailler, l'argent que tu rentres dans ta vie, tu dois mettre ça dans quelque chose qui travaille pour toi sans que toi, tu travailles. Et tu dois continuer à créer un patrimoine. Patrimoine, c'est richesse, mais pas la richesse donc que tu comprends. OK? 3e, sécurité. Ouais, je vais venir. OK. Alors, je dois réexpliquer sécurité aussi. OK, je reviens. Alors, patrimoine, c'est la richesse. Je vais expliquer ça. Patrimoine, c'est, en anglais, on appelle ça wealth. Et tant qu'humain, ton objectif, c'est d'augmenter ton patrimoine. Patrimoine, ce n'est pas la richesse dont tu connais, quelqu'un qui a 3 maisons, 3 voitures. Non. Patrimoine, c'est l'argent que tu as dans ton compte bancaire, les choses que tu possèdes, ce que tu possèdes. Ton patrimoine, c'est ta valeur monétaire. On appelle ça valeur nette. Je vous ai appris la notion d'actif et passif. Ça aussi, quelqu'un qui a l'éducation financière doit avoir un système de patrimoine, doit comprendre ce que c'est, parce que
ton patrimoine, c'est tous tes actifs, moins passifs. Et le reste, c'est la différence, on appelle ça valeur nette. OK? Ça, c'est valeur nette. C'est ta valeur réelle. Mais attention, ça doit être quelque chose qui travaille pour toi lorsque tu ne travailles pas. Si ta valeur nette est bloquée dans plusieurs choses qui ne travaillent pas pour toi, ça c'est pas bien. Alors, ça, c'est patrimoine, la richesse. Ça veut dire que je vais vous donner un exemple qui est super bizarre. Quelqu'un qui a 50 millions dans son compte d'épargne aujourd'hui, qui gagne 1 million, mais il est surchargé, peut-être qu'il dépense 800 000 chaque mois, je dis n'importe quoi. S'il ne travaille plus, s'il arrête de travailler, il doit poser la question, lorsqu'on parle de patrimoine, combien de temps? Ton patrimoine, c'est ta liberté. Combien de temps ça va prendre avant que l'argent l'invite? Mais disons que quelqu'un a 20 millions. Et lui, bon, il gagne 100 000 francs, il a un fonds d'urgence de 2 millions peut-être, et il utilise seulement 50 000. La personne là, lorsqu'il ne travaille plus, la personne là peut avoir de liberté que la personne qui a 100 millions dans son compte bancaire. Vous voyez un peu. Le truc, c'est que la richesse qu'on nous a appris, c'est faux richesse. Il faut qu'on détruise cette mentalité. Ta patrimoine, c'est ce qui te donne la liberté. OK? Alors, ici, il y a 3 piliers. Accumulation, diversification et protection. Et dans chaque pilier, il y a des actifs et des stratégies que tu dois mettre en place pour pouvoir créer cela. Et maintenant, tu devais avoir un système de transmission. Ce qui veut dire qu'il y a des stratégies et des actifs que tu dois mettre en place pour pouvoir faire une transmission à tes enfants. Comme ça, ce que tu as créé peut être protégé même si tu n'es plus là. D'accord? Alors, ça en telle sorte, éducation financière. OK? Si vous voulez savoir comment faire ça, on a un bloc d'éducation financière dans le programme. Que les gens ne comprennent pas le pouvoir, c'est 25 000 francs. Et dans ce 25 000 francs, tu as une communauté autour de toi. D'accord? Et à la fin de cela, lorsque tu as compte, et tu poses des questions, on te répond, tu as accès à 6 heures de formation qui t'apprend tout cela et je te donne un bonus, un budget automatisé, d'accord, que tu peux prendre, tu mets les choses dedans et puis ça t'aide à calculer comment tu peux repartir ton argent, tu peux utiliser pour repartir, faire le suivi de tes dépenses. Maintenant, ça s'appelle bloc d'éducation financière. Si vous êtes intéressé, apprenez-moi après, d'accord? Il y a quelqu'un qui veut que je l'explique quelque chose. Oui, flux de trésorerie, ok. Flux de trésorerie. Ok. All right. Dans la vie de l'être humain, il y a capital, peut-être j'utilise un autre. On a la capital humain. Capital humain veut dire le fonds qui rentre. Je ne vais pas utiliser le mot. Si stocker, bon, le fonds qui rentre. Lorsque ça rentre dans un flux. Une circulation, ok? Même chose au niveau de l'entreprise, ok? Ça veut dire tes revenus, tes dépenses, épargne, investir, donner, charité, l'église, des choses bizarres, emprunter. Ok? Dans notre vie en Afrique, la plupart des gens font ça et ça. Et ça. Il y a peu de personnes qui font ça et lorsqu'ils le font, ils le font de mauvaise manière. Et il y a peut-être 0,5, 0, quelques de la qui font ça. Maintenant, c'est quoi un flux? Le flux de trésorerie, c'est, disons par exemple que je gagne 500K dans ma vie. Je dois savoir comment répartir le flux de trésorerie dans ma vie. Janvier, février. Dans le programme, on a un outil qui t'aide à faire ça automatiquement. Février, mars, avril, jusqu'à décembre. OK? Disons que j'ai mes dépenses ici. OK? Disons que j'ai le loyer. Le loyer, c'est constant. Disons que le loyer, c'est 20 000 francs. Je dis n'importe quoi. C'est constant. Disons que février et frais de scolarité. Disons que les frais de scolarité, je les paie avril ici. Et peut-être je les paie aussi en janvier, en novembre ici. Et je paie décembre. Tu vas constater que dans ta vie, dans quelques étapes pendant l'année, il y a
plus de dépenses. Peut-être en février, tu dépenses plus. Peut-être en décembre, tu dépenses moins. Peut-être en avril, tu dépenses plus. OK? Tu dois comprendre exactement comment l'argent circule dans ta vie. Quand est-ce que tu dépenses plus? Quand est-ce que tu dépenses moins? Ça, c'est le flux de trésorerie dans ta vie. Tu dois comprendre comment l'argent rentre et sort. Parce que tu as l'impression que tu gagnes 200K chaque mois. Mais il y a des mois où ça devient dur. Ça, c'est le flux de trésorerie qui est en train de te tricher un peu parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre dans quel mois dans ma vie où la vitesse de mon argent change. Ça veut dire que dans ce mois, j'ai plus de dépenses que les autres. Parce que lorsque tu comprends ça, tu sais exactement comment mettre en place un système de prévoyance pour pouvoir prévenir cela. OK? Ça, c'est le flux de trésorerie, le cash flow. Je vais donner un exemple. OK? Disons que je suis une entreprise. C'est la même chose comme une entreprise. Je suis une entreprise, je gagne l'argent, j'ai vendu des choses et ça me coûte 100 millions. J'ai 100 millions, janvier. Disons que février, j'ai rien vendu. OK? Mars, j'ai rien vendu. Avril, j'ai rien vendu. Mais je dois continuer à payer mes salariés. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire que en janvier, étant que ça est revenu, je vais mettre 0. Mais février, je mets 0. Janvier, j'ai 10 millions. Mais février, je dois toujours payer comment l'appelle-t-on? Les salaires. Alors, les 100 millions là que j'avais gagnés en janvier, ça diminue parce que j'ai des dépenses. Ouais. Ça, c'est le flux de trésorerie. Lorsqu'on budgétise, tout d'abord, on doit budgétiser et puis on doit répartir à travers son flux de trésorerie mensuellement parce que l'argent ne circule pas de même manière chaque mois dans notre vie. Vous voyez? On appelle ça flux de trésorerie. L'argent circule de différentes manières chaque mois. Toutes les mois ne sont pas les mêmes dans notre vie. Toutes les années ne sont pas les mêmes. OK? En gestion financière personnelle, on devrait nous apprendre des choses comme ça. All right. Et c'est ça. Troisième sécurité. Dis-moi, et monsieur Norbert et Anonyme, quand je dis troisième sécurité, vous voulez que j'explique sécurité ou c'était quoi ça? Est-ce que vous voulez que je vous explique sécurité? C'est ça la question? Je n'ai pas compris la question. On a dit troisième sécurité, mais moi, je n'ai rien compris. J'ai besoin qu'on m'explique ce qu'on veut dire. Ouais, ce numéro, c'est mon numéro, le numéro. Ok, je vais expliquer ça. Et ça, c'est mon numéro. Et appelez-moi ici. Et si on veut rentrer dans la communauté, appelez-moi et puis je vais vous faire rentrer dans la communauté. Oui, je vais expliquer aussi la BRV. Je vais expliquer la sécurité, puis je vais expliquer la BRV. Comme je vous ai dit, tout ce que je vous ai appris, l'éducation financière, je viens de vous expliquer ce que c'est l'éducation financière. J'ai un peu cariqué, fait engroupé un peu parce qu'on n'a pas le temps de faire tout. Mais si quelqu'un veut savoir exactement ça, j'ai créé un bloc d'éducation financière complet sur ça, 6 heures avec des templates, des exercices. Lorsque vous finalisez, vous avez des quiz chaque module, OK? Vous avez des questionnaires, vous avez des exercices et sur ces exercices, vous êtes en train de construire votre fiche de trésorerie, votre plan, patati patata. Et lorsque vous avez fini, je vous donne 2 semaines de support, je vous donne un outil de budgétisation qui vous aide à automatiser les choses. Je propose ça à tout le monde, OK, de prendre ça avant de commencer à investir. Parce que dans le bloc d'investissement, on a ça. On a éducation financière, puis on a formation de BRBM dans le programme d'investissement. Parce que je ne veux pas que tu commences à investir sans avoir l'éducation financière. Parce que si tu n'as pas cela, tu vas faire des choses qui sont contradictoires à ta vie financière. Alors que moi, je suis en train de te sauver. Et puis, alors, on va arrêter ça. Alors, sécurité. Yes. Je vais vous expliquer. Sécurité financière. OK? Sécurité financière. Dans notre vie, si on pense à la liberté financière comme une pyramide, OK? Pensons à la liberté financière comme une pyramide. Tout d'abord, on est ici. Lorsqu'on est ici, on est en train de gagner de l'argent. On doit comprendre, on doit gérer nos dépenses essentielles. OK? Disons que la liberté financière, c'est la pyramide et ici, c'est la liberté. Nous, notre boulot, c'est de monter à cette pyramide. Alors, on doit faire tout pour aller étape à étape. Lorsqu'on saute, la raison pour laquelle la plupart de l'Africain a un sentiment qu'il est en train de repartir à zéro tout le temps. Vous ne trouvez pas le numéro? Je vais écrire ça d'une manière. Désolé. C'est mon écriture qui n'est pas la bonne écriture.
Maintenant, je crois que c'est mieux. Je vais... Voilà, je crois que c'est mieux. C'est 92 00 84 84. Je l'avais écrit sur l'écran, mais... Ouais, merci beaucoup. Merci. OK. Alors, disons que ça, c'est la liberté financière. La liberté financière veut dire quelque chose. Avant que je vous explique sécurité financière, j'aimerais vous expliquer la liberté financière. C'est possible de l'atteindre. Ce n'est pas impossible. La liberté financière, c'est que tu arrives dans une étape de ta vie que tu as construit de patrimoine, richesse, que l'argent n'est plus de constraint, que tu as des actifs dans ta vie qui génèrent des revenus, que tu n'as plus besoin de travailler. Tu veux travailler parce que tu crois que c'est cool, mais pas seulement cela, que tes enfants, que la génération suivante ne va pas se faire, que tu vas laisser quelque chose à tes enfants et que tu les as donné l'éducation financière. Ça, pour moi, c'est la vraie liberté financière. OK? Alors, lorsqu'on parle de sécurité financière, j'aimerais que tu imagines que ton boulot, à l'école, on devait nous apprendre à mi-vie, d'aider. Écoute, ton boulot dans la vie, c'est d'atteindre, c'est de venir ici, OK? Au bout de ce pyramide. Alors, lorsque tu commences, dans ta vie financière personnelle, tu dois commencer à gérer les dépenses essentielles. Tu dois comprendre les règles de budgétisation. Okay? Tu dois savoir comment gérer des choses comme ça. Et maintenant, tu devais avoir la sécurité financière. La plupart de l'Africain, soit ici ou ici. Mais ils sont nés ici, mais on croit qu'on est riche. Sécurité financière veut dire quoi? Ça veut dire que je peux gérer mes dépenses essentielles. L'argent rentre dans ma vie et j'ai une bonne gestion. Ça veut dire que j'ai un fonds d'urgence. Que si j'arrête de travailler aujourd'hui, les 6 mois ou les 12 mois de mon salaire ou de mes dépenses essentielles sont gérés. Ça veut dire que j'ai des différents produits, des outils, des stratégies assurantes dans ma vie qui protègent des différentes parties dans ma vie. Maladie, possession, des différentes choses. OK? Ça veut dire que j'ai débarrassé des dettes et je comprends comment la dette fonctionne. OK? Peut-être que je fais un lave-autour. En fait, j'avais fait un lave-autour des dettes. Oui, peu importe. OK? Et j'ai un fonds de prévoyance. C'est là que tu as la sécurité financière. OK? Tu as la sécurité financière. Ça dépend. Chacun est différent. Ici, tu as la clarté financière. Moi, dans ma vie, j'avais ça, la clarté financière, avant ça. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé, mais c'était mon cas. Mon cas, la clarté financière. La clarté financière ici, ça vient seulement lorsque tu comprends comment l'argent fonctionne. Alors, c'est ici la sécurité financière. La sécurité financière ne veut pas dire, chez nous, en Afrique, on dit, les gens disent tout le temps, je veux la sécurité financière, je veux la sécurité financière. Mais on ne comprend pas ce que veut dire. La sécurité financière, ce n'est pas la liberté financière. OK? La sécurité financière, ça veut dire que tu as un filet de sécurité si quelque chose t'arrive. OK? Et qui te protège. Ce n'est pas ça. Alors, l'un des outils de gestion financière personnelle pour avoir la sécurité financière, c'est compte d'épargne. Ici, c'est ton compte courant. Lui, OK? Tu as la stratégie de budgétisation. Il y a énormément de choses, d'accord, que tu peux mettre en place pour faire ça. Alors, ça, c'est la sécurité financière. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, selon vous, quelles sont les actions qu'on peut acheter sur la berge? Je ne donne pas des conseils, je forme, désolé. Moi, mon but, c'est de te rendre autonome, pas de dire quoi faire. Moi, je vais corriger ce que l'école a fait. L'école nous a dit de dire merci, monsieur, merci, madame, oui, madame, monsieur. Moi, je suis contre ça. Je veux que les gens soient autonomes dans leur vie. Alors, quelqu'un m'a demandé est-ce que je peux expliquer la BRBM. All right, on va expliquer la BRBM. Tout d'abord, je vais expliquer la bourse. OK? C'est quoi la bourse? OK? La bourse, OK? La bourse, c'est un marché virtuel. OK? C'est un marché. C'est un marché virtuel. C'est un grand marché où les entreprises comme Ecobank, OK, Orabank, je vais nommer quelques-uns. OK, je prends un pas en arrière. La bourse est partout dans le monde. On a la bourse américaine. Chez nous, on parle de la BRBM. OK, on a la bourse aussi en Afrique de l'Est. D'accord? On a la bourse au Ghana, on a la bourse au Kenya. La BRBM est la 5e plus grande bourse de l'Afrique. OK? Et la bourse américaine est la plus grande bourse, c'est la plus volatile, la plus liquide bourse du monde. OK? La bourse, c'est un endroit où les entreprises viennent prêter de l'argent ou vendre une petite partie de leur entreprise.
L'État aussi vient prêter de l'argent auprès. J'avais dit ça avant que la personne rentre. L'État aussi vient prêter de l'argent pour construire des routes, des hôpitaux. Et nous, les publics, on appelle ça marché public. On peut prêter de l'argent. Ce qui veut dire qu'il y a des grandes entreprises comme Nestlé, d'accord? Alors, au lieu de devenir seulement consommateur, tu es aussi investisseur. Tu vois un peu, tu consommes et tu investis. OK? Alors, à la BFM, on a 46 entreprises. OK? En Amérique, on a des centaines d'entreprises. D'accord? On a 46 entreprises et tu peux acheter des actions, tu peux acheter des obligations, mais toutes les obligations ne sont pas les mêmes. Alors, attention, on vous dit que les obligations sont sûres. Pas toutes les obligations. Il faut avoir l'éducation financière. Alors, bons de trésor, chez nous, c'est ce qu'on peut acheter, mais on peut acheter aussi les fonds communs de placement, qui sont mieux. Ça, c'est là où on commence. Moi, j'ai commencé à investir à l'âge de 17 ans à travers ça. La plupart de mon portefeuille, c'est FCP, c'est fonds d'indice. OK? J'ai peut-être 2 actions dans des entreprises tech dans la bourse américaine parce que je n'ai pas le temps de gérer ça. On vous ment. Tu ne peux pas construire la richesse, la définition que moi je vous ai donnée, une richesse durable et que quand je dis richesse générationnelle, hein, qui dure plus que toi, que lorsque tu n'es plus dans le monde, la génération suivante ne va pas souffrir. Tu ne veux pas construire avec ça parce que ça a besoin énormément de temps, de compétences, d'expertise et tu n'as pas le fonds pour le faire. En fait, il y a des règles mathématiques autour de combien d'actions tu devais avoir dans ton portefeuille. On a seulement 46 entreprises à la BRBM. Et dans ces 46 entreprises, la plupart sont en Côte d'Ivoire. Dans ces 46 entreprises, il y a seulement un tiers de la capitalisation de la BRBM sont basés sur 3 entreprises. Alors, on fait ça, on ne peut pas créer une richesse durable avec ça. Moi, les gens me disent ça, que c'est possible. Allez, vas-y. On va voir dans quelques années. Les fonds communs de placement. OK? Ça, c'est un panier où plusieurs investisseurs mettent leur argent. Et ce panier, maintenant, achète plusieurs ça. On a, par exemple, un fonds commun de placement obligataire. OK? Ça veut dire que dans ce panier, il y a plusieurs obligations. Alors, lorsque tu prends 5 000 francs, 10, ou tu veux placer 1 million par mois, à travers ce panier, il y a plusieurs obligations. On a des fonds communs de placement actions qui investissent dans plusieurs entreprises. On a des fonds communs de placement diversifiés qui mélangent tout. Il y a même, j'avais même vu des FCP qui investissent hors de la BRBM.